Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Culture sans frontières. Culture sans frontières. Collection dirigée par Benoît Petit et Nader Vahavi. Parallèlement à la mondialisation généralisée, se développe un puissant processus inverse au niveau d'une grande partie de la population mondiale qui n'arrive plus à se déplacer librement et se heurte aux frontières étatiques. Actuellement, de nouveaux flux de personnes déplacées, véritables damnés de la Terre à la recherche d'une nouvelle vie, affrontent la plus grande aventure du XXIe siècle en prenant le chemin de l'exil à partir du sud vers le nord. Nous assistons ainsi à l'émergence d'une nouvelle classe sociale mondiale, reléguée de plus en plus dans un inframonde sans statut mais à la recherche d'une ascension sociale et d'une identité culturelle à réagencer, à redéfinir, véritable défi créatif pour l'avenir. Cette collection, qui s'intéresse prioritairement aux transformations des zones géographiques conflictuelles, notamment du Moyen-Orient et de l'Asie centrale, a pour ambition de promouvoir la culture sans frontières dont les vecteurs sont les vagabonds de la modernité. Déjà paru. Nader Vahavi, Crime d'État. Qui porte la responsabilité des morts en Méditerranée, 2019. Nader Vahavi, La crise de l'accueil des réfugiés de 2015, une pathologie du modernisme 2018. Remerciements. Tout d'abord, je me sens heureuse d'avoir eu l'occasion de travailler sur une partie de l'histoire peu connue de l'Iran. L'histoire ou plus précisément les événements d'une région qui représente celle de mes origines. Je me sens surtout heureuse de pouvoir laisser cette trace pour le public français. Mais je regrette que plusieurs personnes qui m'ont chaleureusement accueilli et aidé dans les premières démarches ne soient plus là pour voir le résultat. Je pense particulièrement à Bibi Shahzadeh, Bibi Zarintaj, Azizullah Khan, Nader Khan, Kiadad et Kiata Taheri qui nous ont malheureusement quittés. Je remercie Adi Khan, Bibi Esmat, Bibi Kavar, Bibi Paraivachi, Bibi Marorsar, Mataher Khan, Bibi Touba et tous ceux qui m'ont accordé leur temps ainsi que des photos et documents pour compléter ce travail. Finalement, je remercie l'ensemble des professeurs de l'INALCO, en particulier ma directrice de recherche, Madame Catherine Poujol, ainsi que Monsieur Nader Vahavi, pour la qualité de leur enseignement, pour l'aide qu'ils m'ont apportée et surtout pour leurs encouragements. L'intérêt le plus marqué de cet ouvrage relève du droit à la mémoire. La chercheuse a récolté non seulement des récits biographiques, dont les noms sont regroupés en annexes, mais des témoignages reflétant la mémoire collective des boyers Ahmadis et ayant valeur de documents historiques. En se voyant offrir une situation de communication exceptionnelle, affranchie des contraintes qui pèsent sur la plupart des échanges quotidiens, et en voyant ouvertes des alternatives autorisant et incitant à exprimer des malaises, des frustrations et des souffrances vécues, les interviewés de la chercheuse se sont trouvés placés dans des conditions d'apparition d'un discours extraordinaire qui aurait pu ne jamais être tenu mais qui exprime une réalité et peut servir de thérapie collective. Cette situation concerne essentiellement des personnes âgées, notamment des femmes ayant perdu leurs proches sous le régime Pahlavi et dont la mémoire est restée vivante et douloureuse même après la chute du régime en 1979. Certains interviewés n'avaient jamais été sollicités pour évoquer leur passé et leur vécu, et au-delà de la satisfaction psychologique, cela a été l'occasion pour reprendre Bourdieu, de s'expliquer au sens le plus complet du terme, c'est-à-dire de construire leur propre point de vue sur eux-mêmes et sur le monde et de rendre manifeste le point, à l'intérieur de ce monde, à partir duquel ils se voient eux-mêmes, voient le monde et deviennent compréhensibles et justifiés d'abord pour eux-mêmes. Nader Vahavi, lors de la soutenance du mémoire de Omiara Zarganpour, le mardi 14 novembre 2017 à l'INALCO. Introduction. Le nomadisme de la tribu Boyer Ahmadi ne marque pas une étape périodique d'évolution, mais représente plutôt un mode de vie contraint par le climat, ou encore un mode de survie par rapport à la situation globale de l'Iran. Cette façon d'être, devenue identitaire, a été violemment combattue au nom d'un modernisme compliqué, dès l'installation en Iran de la nouvelle dynastie et l'arrivée au pouvoir de Reza Shah en 1925. Cependant, du fait d'une part, de leurs particularités historiques, géographiques, culturelles, et d'autre part de l'ampleur des événements qu'ils ont vécus en dehors de leur région,
les Boyeramadis ne correspondent pas à l'image qu'on leur attribue. En réalité, ils n'occupent pas la place qu'ils méritent, tant à l'intérieur de l'Iran qu'à l'extérieur. Koguiloye, avec ses ruines archéologiques, nous met face à une existence très ancienne. En effet, l'appellation Boyer figure dans le lexique sanskrit et se retrouve dans des patronymes d'origine européenne, ce qui nous conduit à émettre plusieurs hypothèses, parmi lesquelles celle d'Indo-Européens qui seraient descendus vers l'Iran. Le rôle des Boyeramadis dans l'histoire est confirmé par le mythe d'Ariobarzan, le héros de la région, connu pour ses combats contre l'armée d'Alexandre le Grand sur son chemin de la conquête de Persépolis. Quant à la seconde partie du terme, Armad, un mot d'origine arabe ajouté plus tard, elle reste à ce jour sans explication, une hypothèse cependant. Le terme serait le signe de la résignation tardive de la région à accepter l'islam. Les caractéristiques de cette région antique de Koguiloye et Boyeramad, son histoire et sa situation politico-historique mouvementée pendant la période 1925 à 1979, incitent à la connaître davantage et par ailleurs, à chercher les raisons de la méconnaissance et du vide la concernant à l'extérieur. Comment se présentent les gens de cette région, à travers la chronologie de leur pays? Quelles furent leurs relations avec la dernière dynastie des rois Pahlavis, avant 1979? Quels furent les événements importants qui se déroulèrent pendant cette période décisive pour les nomades? Quelles furent les conséquences de ces événements? L'objectif de cette recherche consiste à répondre à ces questions, en faisant connaître une partie inconnue de la géographie et de l'histoire régionale de l'Iran. Cette enquête pourrait conduire à une compréhension plus large et plus complète par les historiens iraniens. En particulier, ce qui concerne l'histoire de la sociologie locale, l'histoire des événements racontés de façon différente ainsi que la culture des groupes ethniques et des tribus de la nation iranienne. Pour bien appréhender la réalité des événements, cette étude se réfère à des recherches d'historiens, à des archives, des poésies locales, des chansons populaires, à des courriers, de la correspondance et des récits oraux. En outre, elle s'appuie sur des entretiens semi-directifs avec des témoins et des survivants qui ont vécu de près les différents conflits sous la dynastie Pahlavi. Voici le plan. Le premier chapitre s'intéresse très brièvement à l'aspect historique de la jeunesse de la tribu Boyeramadi. Le deuxième chapitre se penche sur les rapports conflictuels entre les différentes ethnies et les autorités sous la première dynastie Pahlavi, pour mieux comprendre la continuité d'une politique répressive sous la dynastie Pahlavi II évoquée dans les 3e et 4e chapitres. Enfin, le 5e chapitre revient sur le moment du basculement de la société iranienne, à savoir le passage du système de la féodalité à une bourgeoisie de type occidental, ce qui se répercute aussi sur les modes de vie des nomades iraniens. 1. La tribu Boyeramadi dans son histoire. Tout au long de l'histoire de la tribu des Boyeramadis de la région de Koguiloye et Boyeramad, l'identité culturelle et la géopolitique ont représenté des éléments fondamentaux dans les rapports de la tribu avec le pouvoir en place. La manière dont cette identité a été comprise ou au contraire, maniée par le pouvoir central, explique les événements majeurs de l'histoire de cette tribu, notamment de son histoire politique et culturelle. La région de Koguiloye et Boyeramad étant montagneuse, la tribu a été protégée des siècles durant, de l'invasion de nouveaux arrivants ou de conquérants qui investissaient le pays régulièrement ciblé par les attaques et les arrivées de différentes ethnies. De fait, cette situation a préservé la tribu des changements tant positifs que négatifs qui caractérisent une société en évolution. Par ailleurs, les confrontations successives, rapportées de manière quelque peu emphatique avec les Grecs, les Arabes, les Mongols, puis les Turcs, ont contribué à construire l'image identitaire de la tribu. Mais en réalité, les Boyeramadis ne sortaient de leur région que pour combattre les envahisseurs ou les ennemis du roi, sous les ordres et à la demande de ce dernier ou de son représentant dans la région. Leur liberté et la préservation de leur identité et de leur culture dans le cadre de leur grand pays, et sous la protection de leur gouvernement, étaient à la base de toutes leurs demandes et exigences. Pendant les époques de pouvoir fort dans le pays, en particulier à l'époque des Achéménides, des Sassanides, d'Alébouye ou encore des Safavides et d'Afshar, les Boyeramadis ont joui d'une situation élevée et remarquable. Sous d'autres dynasties à l'inverse, ils ont été affaiblis, partagés et soumis à la tutelle de cités ou de tribus voisines.
Sous les Qadjars, les Boyeramadis ont été respectés, le pouvoir central se montrant tolérant à leur égard, même si quelques incidents ponctuels, dont l'origine se trouvait dans les liens avec les voisins, éclatèrent. C'est sous les Pahlavis qu'un changement radical concernant l'identité culturelle des Boyeramadis a eu lieu, et que se pose alors dans l'histoire de la tribu et dans l'histoire globale du pays la question de la survie d'élites désormais persécutées. La région de Koguiloye et Boyeramad, située au sud-ouest, est ici représentée en rouge sur la carte du pays. C'est le secteur qui nous intéresse dans ce récit de l'histoire de l'Iran, sous le régime des Pahlavis. Source. Un peuple mentionné, par les sources épiques et historiques. Les plus anciennes sources écrites relatives à la chronologie historique et à l'appellation de Koguiloye et Boyeramad se trouvent chez Istakri. Deux notes dans les itinéraires et les royaumes racontent l'histoire de Giloye. Giloye était le fils de Rouzbeh, un chef de la région de Ramijan près de Persépolis, connu pour sa bravoure. Giloye avait vécu, comme le voulait la coutume, à la cour du roi du Phare et après la mort de ce dernier, il était devenu chef à son tour. Le terme Giloye, qui devint par la suite le nom de la région, désigne aussi un fruit sauvage que l'on trouve dans les forêts des monts Zagros. Il existe une autre signification de Koguiloye. En effet, ce mot est composé de Ko et de Giloye, signifiant respectivement les montagnes et les rois. Ainsi, Koguiloye signifierait les montagnes des rois. Quant à Boyeramad, ce mot est composé de boyer et d'amad. Boyer est un mot d'origine sanskrite qui signifie l'archer. On le retrouve dans d'autres langues telles que l'anglais, le français ou l'allemand, mais avec une phonétique différente. Selon les textes historiques et conformément au statut mythique des villes importantes de la région, pendant des siècles, les armes principales des habitants de Koguiloye et Boyeramad ont été le bouclier et l'arc. Ainsi, on suppose que les boyers ont été les archers de l'armée des Achéménides, ce nom leur ayant été donné par les Grecs, leur principal ennemi dans les guerres. Par ailleurs, le toponyme de Yassouj, nom de la ville principale de la région, située dans le domaine du mont Déna et connue pour ses ruines archéologiques datant de 3000 ans, reflète également cette origine. Yassouj signifie la flèche, ce qui rappelle le bouclier et l'archer. Une autre source importante relative à l'histoire de l'identité de la population de Koguiloye et Boyeramad, c'est le livre Tamerlin. Dans ce livre, les combats durs et acharnés que les boyers livrèrent contre l'armée de Tamerlan sont mentionnés à plusieurs reprises et leur qualité de cavalier et d'archer exaltée. Quant à la deuxième partie du terme Boyeramad, Armad, aucune source écrite à ce jour n'y fait référence. Il est donc difficile de préciser à partir de quelle date précise cette partie du mot, d'origine arabe, a été ajoutée. Deux suppositions cependant. La première soutient l'idée de l'adjonction du terme après la soumission tardive des boyers à l'islam. La seconde établit un lien avec une guerre menée par des ascendants de Tamerlan dont l'un portait le prénom d'Ahmad et avait été tué dans la région. Conformément à la réputation des boyers en tant que peuple courageux, attaché à sa terre et à ses rois, les Boyeramadis ont été toujours plus ou moins impliqués dans les grands changements du pays et dans toutes les guerres internes ou externes. C'est ainsi qu'ils ont joué un rôle important dans l'histoire de l'Iran. La tribu Boyeramadi est la tribu la plus célèbre et la plus importante de la région de Koguiloye et Boyeramad, située au sud-ouest de l'Iran. La région a une superficie de 16 264 km². Elle est entourée des trois régions anciennes de l'Iran, Fars, Ispahan et Boucher. Par ailleurs, les deux grandes tribus Qashqai et Bakhtiari se trouvent dans la région voisine. La région de Koguiloye et Boyeramad est en grande partie montagneuse. Les plaines et les vallées ne représentent que 15% de sa surface. Les monts Zagros, dont le point culminant est le mont Déna, à une altitude de 4409 mètres, sont situés précisément dans la région qui nous intéresse et s'étendent du nord-ouest au sud-est de l'Iran. La quantité de précipitations qui, à partir des monts Zagros, parvient jusqu'aux plaines, crée deux catégories de climat. Le climat chaud et sec caractérise les plaines du sud et s'oppose au climat tempéré et froid des monts Zagros, ce qui explique le recours à un mode de vie nomade établi depuis très longtemps. La région possède encore aujourd'hui cette nature farouche qui a joué un rôle si important dans l'esprit guerrier des hommes en tant que nomades.
L'image supérieure de l'illustration suivante représente une écriture de pierre sur laquelle est écrit « Malek Shah Boyer Ahmad », qui incarne l'ancienneté des élites de la région. Malek Shah Boyer Ahmad est souvent cité comme le symbole de l'ancienneté d'une famille appartenant à l'élite politique. L'image inférieure représente un hammam de l'époque safavide à Dasht. Source. Une tribu liée à l'histoire politique de l'Iran. Les Boyers ne vivaient pas près des frontières, cependant, ils ont toujours pris une part active aux guerres, à la lutte contre les invasions et aux batailles qui ont eu lieu au cours de l'histoire tumultueuse de leur pays. Deux types de sources nous permettent d'accéder à l'histoire de la région de Koguiloye et Boyer Ahmad. Le premier relève de l'histoire orale et repose sur l'identité héroïque de Koguiloye et Boyer Ahmad, comme le reflète la figure emblématique d'Ario Barzan comme état un héros dans la mémoire collective. Le second type de source relève de sources étrangères, à savoir les histoires racontées par des adversaires. Le poète arabe Abou Dalf, par exemple, est un poète qui, dans ses œuvres, exalte la victoire de son émir, vainqueur d'un ennemi courageux, incarné par Guiloye et ses hommes. Autre source ancienne, le livre de Tamerlan. Cette œuvre relate les combats livrés par Tamerlan pour venger Omar Sek, son fils tué par les Boyers. En suivant les traces des Boyers à différentes époques, sous différents règnes, et pendant les guerres et les conflits avec les attaquants, il devient possible de mettre en relief leur présence et leur participation à l'histoire du pays. La région de Koguiloye et Boyer Ahmad a été habitée par différentes ethnies, les Tilamides, les Babylonais et Cassis. Cette région faisait partie de l'Élam, le pays réputé des Ilamides dont Tanshan était la ville principale. Elle recouvrait également les régions de Sépidan, de Mamassani et une grande partie des régions côtières du Golfe Persique. Les Boyer Ahmadis sous la période Qadjar. Le fondateur de la dynastie Qadjar, Agha Mohammad Khan 1742 à 1797, passa une dizaine d'années à combattre ses ennemis et ses rivaux et n'eut ainsi pas le temps de choisir ses gouverneurs, en particulier ceux de Koguiloye et Boyer Ahmad. Ce fut son successeur Fat Ali Shah qui s'en occupa. Il désigna comme vassal sorte de gouverneur représentant le monarque dans une ville ou région, à Koguiloye et Boyer Ahmad le frère de son premier ministre, mais quelque temps plus tard, le ministre, soupçonné de trahison, fut évincé et le frère relevé de ses fonctions. Ces événements allaient permettre aux Bébaanais et aux Boyer Ahmadis d'être de nouveau réunis et de se retrouver ensemble en tant que khan, en tribu et vassal auprès de la cour. Mais un incident grave se produisit avec ces nouveaux vassaux. Inventant le prétexte d'un conflit intérieur, sans la permission du roi ou d'un quelconque pouvoir hiérarchique, le gouverneur Bébaanais réunit tous les clans des environs, dont faisait partie Mohammad Taher Khan, un khan Boyer Ahmadi, réputé pourtant sage et obéissant. Le roi Fat Ali Shah fit subir au gouverneur le châtiment consistant à le rendre aveugle, le destitua et le remplaça par son fils. Le poste de gouverneur restera cependant dans la famille jusqu'à la fin de la dynastie Qadjar et l'arrivée au pouvoir de Reza Shah. Cette période charnière est importante puisqu'elle marque le passage d'une période révolue, Qadjar, à la période de la dynastie Pahlavi. Sur la photo ci-dessous, le dernier khan de cette période, Kraim Khan Bahadur Saltaneh et son fils, futur khan Sartip Khan Ojab Shaher. Source. Les Boyer Ahmadis sous la période Pahlavi. Le désir de changement et de modernité des Iraniens fut pris en compte, et en partie réalisé par les Qadjar. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.